c'est par leur qualité de vannier et leur habileté textile que le peuple Congo a attiré l'attention des chroniqueurs sur leur art et métier. L'art textile se trouve décrit et loué dans nombreux de textes anciens. Divers documents des Monumenta du père Antonio Brasio évoquent les étoffes des Congos. Le père Laurent de Luc ne cache pas son émerveillement devant cette activité encore prospère au début du XVIIIe siècle. Les textiles et les paniers du Congo figuraient parmi les articles les plus sélectionnés ramenés en Europe par les navigateurs et les explorateurs, puis conservés dans les trésors et cabinets de curiosités appartenant à des seigneurs et des rois. Les paniers destinés au portage ou à la mise en réserve de produits, de tissus ou d'autres objets de valeur sont techniquement élaborés. Les paniers Congo étaient faits de fibres de raffia ou de rotin placés sur une structure squelettique en bois ou en écorce et avaient des formes cylindriques, ovales ou rectangulaires. Les motifs décoratifs sont également très similaires. Pigafetta, dans sa description des régions et frontières orientales du Congo, consacre un long passage à cette industrie qui sait allier la compétence technique et l'exigence esthétique. Le mpu, le chapeau à nœuds souple très typique du Congo, associé à l'autorité politique, présente des caractéristiques à la fois de tissage, car fabriqué avec les mêmes fibres de raffia ou parfois d'ananas, et de vannerie, car a une forme comparable à celle des paniers cylindriques. Les motifs décoratifs, créés par les techniques de tissage, étaient des variations infinies d'un motif de base, exemple la figure A, à savoir un nœud dans lequel les brins entrelacés s'encerclent et imposent une forme contenue, un motif très répandu du royaume Congo. En utilisant différentes symétries, le nœud standard contenu est élargi et subit une série de transformations. Ces modifications donnent lieu à des configurations géométriques de zigzags, de losanges, de triangles et de chevrons entrelacés ou imbriqués. Dans le royaume du Congo, les textiles décorés de façon sophistiquée étaient des objets d'élite marquant le statut social de la classe supérieure. Le tissu de raffia était essentiel à l'étalage et à l'exercice du pouvoir. Le tissu était omniprésent dans le royaume et ses environs, car certaines pièces étaient également utilisées comme monnaie ainsi qu'à des fins décoratives. Le tissu de raffia se déclinait en de nombreuses variantes, du simple tissu à armure toile utilisé pour les vêtements de tous les jours, au tissu de luxe très sophistiqué aux décorations exubérantes. Le tissu était fabriqué à partir des fibres de plusieurs palmiers, tels que le raffia textilis, le raffia gentiliana, ainsi que le palmier à vin ou le palmier éventail. Le tissage du tissu était principalement un travail d'homme, même si les femmes pouvaient aider à certaines des tâches. Pour la vannerie, la répartition des rôles n'est pas aussi claire. Alors que les femmes fabriquaient des paniers et des nattes à Luango, l'historien et l'anthropologue Vancina mentionnent des paniers et des nattes fabriqués par des hommes, tandis que les études ethnographiques de Gerd et de Mabiala Mantuba Ngoma décrivent des nattes tissées par des femmes. Plusieurs routes commerciales ont servi au commerce du tissu et plus tard à la traite des esclaves. D'énormes quantités de tissus étaient échangées et les contes portugais attestent que le commerce du raffia était plus rentable que la traite des esclaves, au moins jusqu'en 1640. Sur le plan économique, le tissu du raffia pouvait servir à payer les hommages et les amendes ou comme cadeau et servait de monnaie officielle à Luango, au Congo et en Angola. Le tissu de raffia était également un produit d'exportation en plus du cuivre et des esclaves. À partir de la fin du XVIe siècle, le tissu de luxe en raffia a fait concurrence au tissu importé coûteux, mais sa demande totale n'a diminué qu'au XVIIIe siècle. La valeur d'un textile en raffia était déterminée par le nombre de panneaux incorporés dans le textile,
la taille des panneaux individuels, la finesse du fil indiquant le nombre de peignages que la fibre de raffia traverserait, ainsi que l'étroitesse du tissage. À ces paramètres s'ajoutent les motifs décoratifs utilisés et leur signification choisie par les tisserands en fonction du goût de leurs consommateurs, de la complexité d'exécution de ces décorations, ainsi que du niveau global de décoration du tissu. En d'autres termes, une pièce de tissu de plus grande valeur nécessitait plus de main-d'œuvre dans tous les aspects de sa séquence de production. Alors que les tisserands formés pouvaient fabriquer 1 à 4 panneaux de tissu à armure toile en une journée, un seul panneau de tissu de luxe nécessitait jusqu'à 16 jours de travail. Une tenue ordinaire en raffia allait de la taille au genou et parfois jusqu'aux chevilles pour les hommes. L'élite portait des jupes de plus en plus longues et de plus en plus épaisses en ajoutant des longueurs de tissu accrochées aux épaules ainsi qu'un filet koutou, un vêtement à boucles larges réservé aux membres haut placés de la société Congo, ainsi que la casquette typique d'Mpu. Les panneaux de raffia étaient en outre conservés dans des trésors de noblesse et transformés en tapis, tapisseries ou housses de coussins exposés dans leur cour. Les motifs entrelacés élaborés sont des motifs prédominants dans l'espace culturel Congo. Ils constituent un répertoire décoratif partagé entre plusieurs médias, mais sont plus visibles sur les tissus de luxe en raffia et la vannerie. On les retrouve également sur une proportion importante de céramique dans certains groupes de styles de poterie. La décoration céramique conserve les motifs en forme de nœuds, dérivés de l'idée même d'entrelacement de la chaîne et de la trame, et dans de nombreux cas de l'organisation décorative plus globale, notamment des paniers et des coiffes pou. La cape, évoquée par Pigafetta sous l'aspect d'un rocher, se nomme Zemba, confectionnée à la manière d'un travail au crochet, avec un art achevé, elle est réservée aux principaux notables. Le buste de l'ambassadeur Congo mort à Rome, Antonio Manuel, suggère la finesse de ce vêtement honorifique. Le sculpteur Caporal, auteur de cette œuvre conservée dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, a reproduit fidèlement ce détail ethnographique. Je trouvais intéressant de mentionner les peintures provenant du guide pratique de la mission pour les pères capucins dans les royaumes du Congo, Angola et les royaumes voisins, composées par le frère franciscain capucin Bernardino Ignazio, qui témoignent de la culture visuelle du royaume Congo au milieu du XVIIIe siècle. La première peinture illustre une mariée magnifiquement vêtue lors d'une cérémonie de mariage menée par un capucin en plein air sur la zone côtière de Soyo. La seconde figure est un membre masculin de l'élite du royaume Congo, habillé pour la danse guerrière du Sangamento, agenouillé au pied d'une croix devant un frère et une église catholique dans la région orientale d'Nsundi. La scène de mariage, illustrée par le frère Bernardino, nous montre plusieurs femmes du royaume portant un mélange de textiles et de parures. Les perles, les objets en métal et les textiles sont les trois principaux types de parures associés aux membres féminins de l'élite Congo. La seconde figure représente un membre de l'élite chrétienne du royaume du Congo pendant l'exécution d'une danse martiale Sangamento. Vêtu de sa tenue de cérémonie, la main droite tenant une épée de fer, il s'agenouille de manière visible devant le bâtiment de l'église chrétienne pour demander la bénédiction d'un ecclésiastique catholique ordonné. Les épées étaient parmi les objets les plus emblématiques du Congo historique. Les armes de fer comptent également parmi les vestiges matériels les plus connus et les plus nombreux, dont de nombreux exemples existent encore aujourd'hui dans les communautés locales d'Afrique centrale, ainsi que dans des musées et des collections privées à l'étranger. Une documentation abondante et détaillée des armes est également apparue dans des sources historiques, visuelles et écrites, telles que l'édition de 1591 du récit du voyageur portugais Duarte Lopes, témoin oculaire du Congo par le cosmographe Pigafetta.
Les objets et les emblèmes chrétiens dans le Congo historique étaient autant des objets religieux que des insignes de souveraineté. Les crucifix, les blasons et les épées faisaient partie intégrante des insignes du royaume. Les hommes jouaient le rôle de leaders, ils étaient les plus associés aux objets emblématiques de la domination chrétienne du Congo. Cependant, les femmes pouvaient être chefs de famille d'élite, elles participaient directement à la vie politique et servant même à l'occasion comme gouverneurs de province ou de sous-province, c'est-à-dire à des postes d'autorité politique, en particulier dans les périodes ultérieures. L'historien Thornton a relevé une augmentation du nombre de femmes occupant des postes politiques intérimaires au lendemain de la bataille d'Ambwila de 1665 et à l'époque des guerres civiles 1641-1718. En plus de nous révéler ici l'habillement vestimentaire au royaume Congo, ces illustrations démontrent ici l'existence de la pratique de fumer du tabac et l'usage de la pipe dans le royaume du Congo. La pratique de fumer du tabac et l'usage de la pipe auraient commencé selon les recherches menées dans le cadre du projet Congo King après 1583 et s'est rapidement répandu dans tout le royaume. Il s'agit des pipes en terre à long tuyau, basées soit sur les premières pipes anglaises en terre et ou sur les pipes hollandaises, soit sur les rares pipes amérindiennes apportées par les navires européens. Les recherches menées au sein de ce projet Congo King révèlent que la création des premières pipes Congo en terre a suivi l'introduction du tabac et de la fumée de tabac à Banza-Soyo au plus tard en 1612. Plus tard, des ateliers ont été installés à Ngongobata pour créer les premières pipes en pierre. Les pipes en pierre ont été exclusivement produites au cours du XVIIe siècle. Les fouilles archéologiques de Banza-Congo ou encore de Ngongobata n'ont permis de découvrir que très peu de pipes importées. Les pipiers Congo semblent s'être très rapidement appropriés les modèles étrangers et en avoir fait quelque chose à part tant au niveau des formes que de la décoration. Les pipes en terre entièrement décorées sont également rares. Un spécimen de Banza-Congo et 5 de Ngongobata. Elles étaient produites à partir de matériaux locaux. Les pipes en pierre étaient exclusivement produites dans la province de Mbata, à Ngongobata et dans les environs. Leur production était à la fois coûteuse et à forte intensité de main-d'œuvre. Les pipes en pierre étaient en serpentinite. La fabrication des pipes en pierre nécessitait la maîtrise de techniques et d'outils mécaniques spécifiques pour façonner, percer et décorer la pierre. De plus, les ornements extrêmement finement sculptés trouvés sur certaines pipes de Ngongobata suivent de près les motifs décoratifs de ceux des pots de Dimba. La création et la fabrication des pipes à tabac en terre Congo ont été immédiatement adoptées pour être utilisées dans tout le royaume. De cette manière, les pipes à tabac sont devenues de véritables marqueurs de la culture matérielle du royaume.